sommes le 8 juillet, l'OM est déjà très actif sur le marché des transferts. Je suis avec Iliane, j'espère que tu vas bien. L'OM, en tout cas, et son mercato se porte très bien, puisque après les signatures déjà confirmées de Facundo Medina, Deegan Riley et d'Angel Gomez, le club olympien est en passe d'engager une quatrième recrue en la personne de Timothy Weah. Les négociations s'accélèrent également avec Igor Paixão, pour lequel un accord a déjà été trouvé. Ilian, on t'a pas beaucoup entendu depuis le début du mercato, si ce n'est dans un épisode de DLZ. Comment tu juges ce début de mercato qu'on peut qualifier d'hyperactif des dirigeants de l'OM? Écoute, je disais en plus sur mon compte perso, c'est un mercato qui, Compte perso que personne ne lit. que contrairement aux autres mercatos qu'on a eu en 2022 et 2023, où il n'y a pas forcément beaucoup de rumeurs, mais quand il y a des infos qui sortent, ça se concrétise. Medina, de toute façon, c'était dans les petits papiers de Benassia depuis janvier, mais l'info était à nouveau sortie en mai. On l'a fait. Pareil pour Angel Gomez. CJ Riley, l'info est sortie et dans la foulée, on l'a signé. Et c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que l'OM boucle bien ses deals, que ça va dans le sens de ce qu'on veut faire. Hein. C'est pas du mercato d'empilage, c'est on remplace ou on réajuste des parties de l'effectif. Là, on vise le latéral droit, le DC gauche et l'ailier gauche en la personne d'Igor Paixão. Donc c'est un mercato qui jusque-là me satisfait. Maintenant, forcément, on a envie d'en voir plus, on a envie d'avoir un petit peu plus de noms quand on sait que pendant une semaine, tu n'as pas forcément d'infos qui sortent. Là, Paixão, comme tu l'as très bien dit, ça se concrétise, mais 2 semaines avant, on n'avait rien eu depuis Noah Lang. Donc, on a envie que ça accélère parce que l'équipe va reprendre, parce que dans moins d'un mois, on sera déjà en train de jouer la Ligue 1. Donc, mais c'est un mercato qui prend une belle forme et que j'attends la suite, on va dire. Ouais, on attend la suite. En tout cas, déjà plus ou moins 4 recrues, parce que moi je vais compter Weah dans le sens où on est d'accord que ça accélère énormément ces dernières heures, que le joueur est OK pour venir à l'Olympique de Marseille et qu'il veut l'OM selon Fabrizio Romano et selon Foot Mercato. Il y a déjà des discussions avec son entourage. Moi, ce que je peux souligner dans ce début de mercato, je ne sais pas si tu vas confirmer ma pensée, c'est pour l'instant, il n'y a pas de star, j'ai l'impression, tu vois. Contrairement au dernier mercato où, dans les premières recrues, tu avais, je sais pas, tu avais Guendouzi, tu avais Gerson, tu avais en fait des joueurs qui étaient des stars pour l'Olympique de Marseille, dans le sens où on se disait, putain, c'est une dinguerie, on a signé Guendouzi qui vient d'Arsenal, on a signé Gerson qui est un super joueur de Flamengo, on a signé Højbjerg, et malgré le fait que tu n'aies pas de star, je trouve que c'est un des meilleurs débuts de mercato de l'Olympique de Marseille depuis très longtemps, d'ailleurs sous Longoria, si ce n'est le meilleur. Dans le sens où tous les coups qu'on fait, sans être des super coups médiatiques, pour moi, sont des très bons ou du moins des bons coups sportifs. Par exemple, je sais pas, on peut prendre l'exemple de Facundo Medina. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que tu dépenses 22 millions d'euros, c'est le défenseur le plus cher de l'histoire de l'OM. Mais tu sais, c'est pas une tête de gondole d'un projet, Facundo Medina en soi. C'est pas. Alors peut-être qu'il va se muer en le patron de la défense et qu'il va prendre le leadership de Balerdi, mais tu sais, il n'y avait pas 120 000 personnes à l'aéroport non plus pour lui. Il y avait plus de journalistes que de supporters. Et quand je regarde ce début de mercato, que ce soit lui, que ce soit Angel Gomez, que ce soit Egan Riley aussi, qui, je pense que c'est la recrue dont on parle le moins en vérité, mais qui était le meilleur relanceur de Championship, qui colle parfaitement avec ce dont avait besoin l'Olympique de Marseille au poste de défenseur central, qui lui est un remplaçant. Je trouve qu'on est vraiment à chaque fois sur des profils qui collent parfaitement sportivement. Et ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années à l'OM. Sincèrement, c'est très juste ce que tu dis. Je ne te le dis pas souvent, mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le début de mercato. Et en plus, comme tu le dis médiatiquement, le gros coup, vous l'aviez déjà dit sur une vidéo, mais c'est aussi celui que, au-delà de te renforcer, tu ne perds pas. Tu as réussi, malgré la tempête médiatique Rabiot avec le cas Allegri et Milan, à le conserver. Greenwood, tu as balayé assez vite l'idée d'un possible départ. Même ton coach, on avait quand même eu des rumeurs sur le fait que De Zerbi pourrait quitter l'OM, retourner en Italie, etc. Au final, Balerdi, Greenwood, Rabiot, ceux sur qui tes patrons de cette saison, tu as eu des doutes sur le mercato, tu as réussi à les conserver, à les relancer, à les réinvestir dans le projet pleinement. Et en plus, tu fais ce début de mercato-là qui est assez cohérent. Non, je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'on peut parler de plus grande réussite déjà juste parce que tu es dans un projet de continuité et non un projet de relance. Et ça, je ne sais pas si sous l'ère Longoria, ça a déjà été le cas, mais dans tous les cas, un degré pareil, ça ne l'a jamais été. Pour qu'un mec comme Medina, tu l'as très bien dit, soit le défenseur le plus cher et à la fois un joueur support pour ta défense et non pas le patron, c'est que ça en dit très long.
Ouais, parce que c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on est le 8. Les entraînements, on va dire, véritablement footballistiques, pas tout ce qui est tests physiques et médicaux, ont pas encore repris, même collectivement. Il y a des joueurs qui doivent encore revenir de trêve. Et pourtant, moi, j'ai envie de le dire, le mercato de l'Olympique de Marseille est déjà réussi, dans le sens où pour l'instant, tu as conservé tes cadres. Alors, on va encore faire attention pour Leonardo Balerdi, parce qu'il y a toujours des intérêts qui peuvent émerger. Mais dans l'idée, De Zerbi reste déjà, c'est acté. Greenwood reste, Rabiot reste. Donc on a dit conservation des cadres, ce qui était peut-être le premier objectif et qu'on avait oublié, parce que nous, quand on a un mercato, on est tout de suite, oui, on veut tel joueur, mais il faut déjà garder ton ossature qui t'a permis de terminer deuxième. Et puis, on avait parlé des manques. En fait, moi, je trouve que ce mercato, c'était à la fois le plus simple et le plus difficile. Et c'est parce que j'utilise du passé, mais il faut aussi parler au présent parce qu'il n'est pas terminé et qu'il va y avoir encore d'autres joueurs et peut-être qui vont arriver, peut-être d'autres joueurs qui vont partir. Je pense qu'il va y en avoir même beaucoup. Pour moi, c'était le plus compliqué, le plus facile. Le plus compliqué parce que c'était la première fois où tu devais maintenir une ossature, où tu devais vraiment conserver ton coach, où tu avais vraiment cette pression de le conserver, dans le sens où Sampaoli, tu sentais sur la fin que c'était déjà fini. Même si on parlait d'une prolongation, même si sa démission est surprise, bon, au cours de la saison, ça parlait de le virer à un moment, parce que des résultats n'avaient pas été satisfaisants. Tu dors, tu le sais à une journée avant la fin qu'il va partir. Là, du coup, tu dois faire cet effort de crédibiliser ton projet après avoir fait des efforts l'été dernier et de conserver tes cadres. Et tu dois aussi, et là où c'est pour moi où c'est le plus simple, c'est que tu as des besoins très spécifiques. Tu n'es pas dans une reconstruction totale de ton effectif où l'été dernier, tu vois, l'été dernier, tu dois tout reconstruire. L'été dernier, on s'était dit, bon, on va garder Aubameyang et Balerdi. Bah non, même Aubameyang, il part. Et tu es dans une logique où tu dois aller chercher des centraux, des latéraux, des milieux, et tu refais ton effectif à 90%, et logiquement, tu as des flops. Ismaël Koné, Lilian Brassier, tu as des joueurs qui ne fitent pas footballistiquement, qui ne fitent pas mentalement. Et donc, c'est pour là où moi, où je dis c'est facile, c'est que les cibles sont très précises. Si tu regardes le 11 de départ, poste d'ailier gauche, où tu as besoin d'un il y a une liste qui est sortie d'ailleurs ce matin dans la Provence, hein, et tu as l'impression vraiment qu'on coche dans l'ordre des priorités et des opportunités aussi, bien sûr, ce qu'il nous faut. Là, comme tu dis, dans ces cibles, c'est vraiment ce défenseur central gauche qui accompagnera Balerdi qu'on attend, où il y a eu beaucoup de rumeurs. Hein. Je ne sais pas quelle est la plus chaude à l'heure actuelle, sûrement Naïef. Surtout. Ouais. Garde serait la piste la plus chaude, mais il a lui aussi pas mal de propositions de son côté. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me faisait un peu sourire quand en juin, même début juillet, hein, il y a encore quelques jours, certains disaient ou pensaient que on n'avait plus de sous, que la qualif en Ligue des Champions ne nous servait pas au niveau des relances financières, etc. Mais il faut quand même se dire que si on fait ne serait-ce qu'un gros défenseur central gauche et une grosse opération pour l'ailier gauche, tu es déjà à presque 60 millions cumulés, en sachant que ce sera des gros salaires. C'est ça aussi, c'est le fonctionnement de Pablo Longoria et de l'Olympique de Marseille en général depuis quelques années. C'est aussi décalé sur les autres bilans financiers. C'est-à-dire, par exemple, Medina, on est sur une opération qui a un prêt avec option d'achat. Ça ne m'étonnerait pas que pour Paixão, l'OM tente aussi un prêt avec option d'achat et aussi pour Aguerd, parce qu'on sait que déjà, tu dis qu'on est déjà à 60 millions d'euros, mais il faut aussi prendre en compte le transfert de Greenwood, où je crois que c'était une option d'achat, Højbjerg, où c'était une option d'achat. Et donc, tu as déjà des options d'achat qui ont été levées. Mais c'est vrai que globalement, en fait, si on regarde le 11 de départ, là, quand on regarde les recrues qui viennent d'arriver, Angel Gomez, Egan Riley, peut-être Timothée Weah, si on fait les 4 premières, il n'y en a qu'une seule en fait qui vient pour être titulaire assurément, c'est Medina. Et Medina, encore, c'est poste de latéral gauche, même si Tino il aime bien dans les vidéos faire « Ah, mais on ne sait pas ». Bon, ça fait quand même un mois qu'on le répète qu'il est là pour être latéral gauche. Globalement, tu as déjà 3 recrues et c'est des recrues de complément dans l'idée parce que pour moi, Egan Riley vient clairement pour préparer l'avenir pour Balerdi. C'est-à-dire que je pense qu'il est remplaçant, mais ça ne me choquerait pas non plus qu'il se fasse sa place en cours de saison, dans le sens où tu vois, par exemple, Medina, en fait, Medina te permet de ne pas forcément jouer avec un autre gaucher dans l'axe. Parce que si tu bascules dans une défense à 3, tu bascules avec un central dans l'axe qui peut être Balerdi. Balerdi a déjà joué central axial à 3, qui est aussi à l'aise avec la gauche. Egan Riley à droite, et puis Medina qui fait le central gauche, vu qu'il est dans un poste hybride. Mais même si on parle de ces remplaçants-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 postes à absolument renforcer. C'est justement ce poste de central gauche et d'ailier gauche. Et je vais te poser la question. Toi, tu penses quoi de la piste Paixão, de ce que tu en as vu de ton côté? Écoute, c'est le profil, moi, qui m'intéressait le plus de ceux qui étaient sortis, même si le Noah Lang
me hypait, mais plus pour le côté. Moins politiquement correct, Noah Lang. Voilà, on va le dire tel quel. Ramener un Brésilien après avoir perdu Luis Enrique, en plus, à cette petite touche-là qui me faisait plaisir. Et après, voilà, j'ai pas regardé ces matchs, hein. Je me suis contenté des highlights d'Igor. Mais un joueur qui est valorisé. On met pas d'Igor en plus à Marseille. Bah en plus, hein, c'est pour ça. Un joueur valorisé à tel prix, qui est suivi par des clubs anglais, par le Bayern Leverkusen. Enfin, dans tous les cas, tu es sur un gros prospect, un gros poisson. Et c'est pas pour autant que c'est pas un coup qui peut nous décevoir ou qui peut flop, hein. Mais comme on a tenté le coup Mason Greenwood la saison passée, où on a été largement conquis, là on attend un gros titulaire à gauche, mais ça n'empêchera pas Jonathan Rowe d'aller le challenger, d'aller prendre une place. C'est vraiment un effectif qui se garnit et qui fait qu'on aura plusieurs profils, donc plusieurs possibilités. C'est aussi comme ça qu'il faut le penser. Ouais, c'est ça. Après, avec Igor Paixão, moi personnellement, de ce que j'avais vu du profil, je t'avoue que je préférais Noah Lang, dans le sens où Noah Lang, tu vois, c'est un joueur pour moi qui est identifié comme. Je sais pas si on peut l'identifier comme crack, mais moi je l'identifie comme super joueur depuis un petit bon moment. Aussi, il y avait le côté, bon, Noah Lang, il a prouvé en dehors du Eredivisie. Moi, je répète souvent dans les vidéos, hein, mais je suis pas très enthousiasmé par le fait d'aller mettre une grosse somme sur un joueur du championnat néerlandais, dans le sens où c'est un championnat très particulier avec beaucoup d'espace. Si on regarde même certains buts qui sont marqués, je l'avais répété dans une vidéo, mais quand un joueur d'1m70, il met des buts de la tête en pleine surface et que les joueurs qui le marquent, ils sont à 5 mètres de lui, tu peux te poser des questions sur la rigueur défensive de ce championnat-là. Mais Igor Paixão, ouais, il a des qualités évidentes. C'est-à-dire, là, je regarde les statistiques, je crois qu'il a 16 buts, 10 passes décisives en 34 matchs la saison passée, débutant de Champions League, but contre le Milan AC, il me semble, lors du barrage de LDC. Vraie qualité, hein, vraie qualité de dribble, vraie qualité de ça explose, hein. Ça explose côté gauche, ça peut vraiment te déstabiliser des défenses. Et c'est ce qui nous a manqué quand on jouait face à ces blocs bas qui nous empêchaient parfois qui nous ronronné en fait pendant 15-20 minutes de suite, des séquences de jeu interminables. C'est sur ce genre de joueurs qu'on compte pour décanter les situations. Donc dans tous les cas, tu ajoutes un sacré profil et c'est ce qui manquait à ton effectif, parce que je peux entendre l'argument pour Noah Lang. J'ai une bombe au moment où on se parle qui va pas te plaire. Dis-moi. Com a entamé des négociations avec Valentin Rongier. Sérieux? Ouais, Com qui mène. Je suis désolé parce que on est en pleine vidéo, mais c'est les aléas. En plus, c'est pas une vidéo actu, mais Com veut Valentin Rongier, Com qui a un projet très ambitieux. J'allais en plus y venir sur ce genre de situation-là. Franchement, ce serait une super opération pour l'OM comme pour le joueur. Très intelligent. Ouais, Com. Ouais. Mais je te laisse terminer sur Paixão, je suis désolé. Mais je disais que dans tous les cas, avec Lang, ça reste quand même deux profils assez similaires dans ce qu'on en attend, dans ce qu'on veut en faire, nous. Et je ne voyais pas d'autres, moi, opportunités sur le marché à un prix raisonnable, dans ces eaux-là qu'on comptait mettre, qui puissent aussi correspondre. Donc là, il va falloir accélérer parce que c'est la reprise. Ton ailier gauche, on l'a dit, c'est pour un poste de titulaire. Pour moi, tes deux titulaires qu'il te reste, donc le défenseur central gauche et l'ailier gauche, tu dois les faire avant la fin du mois de juillet. Sinon, tu prends déjà du retard sur ce que tu comptes faire en début de saison. En tout cas, moi, Paixão, pour moi, ça va être une bonne recrue dans le sens où, en termes de contribution statistique, tu vas diversifier un peu tes apports. Tu dépendais énormément de Mason Greenwood pendant 6 mois. Tu dépendais énormément d'Amine Gouiri, et avoir ce trident offensif avec 3 joueurs capables d'être décisifs, capables de déstabiliser. Et pour moi, 3 joueurs qui sont à la fois créatifs et déstabilisants, ce qui est quand même assez rare du côté de l'Olympique de Marseille, parce que ces dernières années, tu n'avais pas 3 joueurs créatifs, déstabilisants et capables de marquer. Si le transfert d'Igor Paixão venait à se confirmer, mais je pense quand même qu'on peut être optimiste à l'heure actuelle, même s'il faut encore avoir un accord avec Feyenoord. Quand tu as un accord avec le joueur, que le joueur semble plus ou moins poussé pour venir, et que l'OM en a fait sa priorité, bon, tu peux dire que tu as des arguments pour le faire venir. Surtout le poste d'ailier gauche. Dernier bon ailier gauche à l'OM, c'est Ocampos, non? Luis Enrique, je le compte pas comme un ailier. Ouais, moi non plus, c'est pour ça que je réfléchissais, mais oui. Il y a beaucoup de pistons, et même, c'était pas. Tu vois, c'est pas ailier, même si on parle d'Ocampos, bon, c'était pas un ailier élégant, quoi. C'était plus un mec qui comblait par la combativité. Donc, je dirais Ocampos ou Payet sur l'une de ses premières saisons. Oui, Payet, oui, c'est vrai. Payet, mais du coup, Ocampos plus récent si on parle en termes de vrai positionnement d'ailier. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a des raisons d'être hypé pour la saison prochaine quand on regarde le 11 de départ. Moi, je suis d'accord sur le poste d'ailier gauche que ça va être un poste déterminant.
Je l'ai dit, pour les raisons de contribution, de créativité. Même, c'est bankable, un ailier. C'est toujours avoir un gros ailier à l'OM pour un futur transfert, pour gagner des titres. C'est toujours important d'en avoir un. Maintenant, je pense que pour moi, ce qui va faire l'upgrade par rapport à la saison qui vient de s'écouler, c'est pas ce rôle d'ailier gauche où tu peux toujours utiliser Jonathan Rowe, où tu peux même toujours repositionner Amine Gouiri. C'est plutôt le poste de central gauche. Dans le sens où, quand je regarde la défense de l'OM la saison passée, on a énormément joué avec du Cornelius, on n'en parle pas, Kondobia, des joueurs qui n'étaient pas des défenseurs centraux et qui, en plus de ne pas être des défenseurs centraux, avaient des énormes lacunes avec ballon et sans ballon. Je trouve que le recrutement de Medina nous fait vraiment monter en niveau, mais à une dimension folle. Je pense qu'on s'en rend pas assez compte, mais on le verra lors des premiers matchs et on se dira ok, on a posé 20 millions d'euros parce que quand même le mec, que ce soit avec Lens, en Ligue des Champions, même international argentin, toutes les qualités qu'on lui connaît. Je pense aussi la mentalité qu'il va apporter et la manière dont il va confirmer un peu ce qui est Leonardo Balerdi en défense centrale. On va se rendre compte tout de suite qu'on est passé au-dessus, mais c'est le central gauche titulaire. Parce que quand on a regardé le 11 de départ de l'Olympique de Marseille au mois d'août, contre le premier match, c'est à Rennes. Donc, je crois que Medina ne sera pas là pour cause de suspension, à confirmer. La différence qu'on verra avec le 11 de la saison passée, ce ne sera pas l'attaque, ce ne sera pas le fait qu'on ait recruté un ailier gauche, ce sera si tu as une défense Aguerd, Medina, Balerdi, Murillo, là tu auras une défense, faut le dire, quoi. Pour moi, tu auras fait un sacré upgrade et c'était là pour moi le champ d'amélioration principal du club. Et tu gardes cette logique que j'adore répéter à chaque fois, mais tu sais, non pas d'accumulation des joueurs, mais de diversification des profils, où en ajoutant un Medina, qui en plus n'est pas ta recrue phare en défense, ça permet aussi à un Quentin Merlin qui sort d'un bel Euro Espoir, qui sort d'une belle fin de saison, quand même, je trouve qu'il s'était assez bien repris. Enfin, avant l'arrivée du Luis Garcia, qui fait que tu peux avoir aussi un Quentin Merlin qui a peut-être plus envie de se dépasser, plus envie de se donner pour attraper cette espèce de il y a la concurrence en Europe. Voilà, il y a de la concurrence. Tu as différents profils. Ça fait qu'on n'a plus cette dépendance-là à avoir tel joueur à telle ligne. Pour moi, quand tu fais Medina, tu le fais sur les 3-4 années auparavant. C'est ta grosse recrue défensive. C'est ton coup de com' derrière. C'est tu voles un super renfort à une équipe concurrente qui joue l'Europe, alors que là, tu as l'impression que Medina, et tu l'as très bien dit avec son arrivée à Marseille, c'est un petit plus. C'est celui qui va venir compléter ta défense, alors que tu aurais pu faire Ben Sebaini ou un autre. Oui, exactement, c'est ça. Donc au niveau du central gauche, moi j'espère qu'on va faire Aguerd, dans le sens où je pense qu'il colle avec ce dont on a besoin, international, patron défensif. Pour moi, on a besoin de patron en défense à l'OM, en fait. Tu as vraiment besoin de joueurs qui vont être hermétiques à la pression et qui ont cette expérience du très haut niveau. Et vraiment, si tu alignes une défense Medina, Aguerd, Balerdi, Murillo ou Timothy Weah sur le côté droit, ok, c'est pas la défense de Manchester City, ok, ce n'est pas la défense d'Arsenal, mais pour moi, tu as une défense niveau Ligue des Champions. Si ce n'est pas une défense Ligue des Champions, si on doit la catégoriser au niveau européen, c'est une défense d'une équipe qui va très loin en Ligue Europa. Je le pense sincèrement. Je trouve que c'est 3 joueurs qui, avec ballon, ont des vraies qualités, qui ont une certaine agressivité, qui ont un certain leadership, quoi. On parle d'une défense avec 3 joueurs qui sont des leaders dans les équipes où ils passent. Aguerd avec le Maroc, Balerdi à l'OM depuis un certain temps, et Medina à Lens. Donc moi, franchement, si tu me demandes quel est mon gros souhait de cette suite du Mercato, ça va vraiment être en priorité ce poste de central gauche. Et j'en profite, du coup, tu fais la passerelle. Parce que pour moi, la seconde priorité, ça demeure quand même ce milieu de terrain en cas de départ de Rongier et Bennacer. Exactement. De non-retour de Bennacer, plutôt parce qu'il n'est plus voilà. Exactement. Parce que pour moi, déjà on ne va pas utiliser les gros termes, mais on peut quand même souligner que le fait que tu n'aies ni rumeur et ni avancé dans le dossier Bennacer, ça te limite un peu ton… Là, on a déjà repris. Moi, j'aurais bien aimé, on dit souvent, on l'a dit en plus en fin de saison dernière, j'aurais aimé voir Bennacer avec une prépa. Bon, je sais qu'il se prépare de son côté, il n'y a pas de… La question n'est pas là. Mais le fait de le savoir avec le groupe ou non dès le début mi-juillet, ça m'aurait quand même rassuré sur le milieu de terrain qu'on aurait la saison prochaine. Là, tu l'as dit en plus, il y a eu l'info Valentin Rongier. De toute façon, avec de prolongation, je ne pense pas qu'il resterait. Mais si tu ne gardes pas Bennacer parce que son salaire est trop élevé ou que tu n'arrives pas à négocier l'OA avec le Milan et que Rongier s'en va,
bah là, ton milieu de terrain, ça devient aussi une pièce très, très importante. Et moi, je la mets même devant l'ailier gauche. Hein, parce C'est que vrai. le milieu de terrain pour Roberto De Zerbi, c'est un facteur qui est non négligeable. Et tu auras remanié énormément ton milieu de terrain en cas de départ de Valentin Rongier et de Bennacer. Parce que si on parle du milieu de terrain actuel de l'Olympique de Marseille, hein, vu qu'on fonctionne un peu par secteur, et d'ailleurs on pourrait donner comme titre à cette vidéo le 11 de départ de l'OM la saison prochaine, ce ne serait pas étonnant, dans le sens où on a déjà un peu tous les éléments. On part du principe que Kondogbia est repositionné au milieu de terrain, c'est une information Voilà. sur laquelle l'équipe insiste énormément. On part du principe que Pierre-Emile Højbjerg est indéboulonnable à ce poste et devrait être le titulaire, on va dire milieu central gauche, parce que De Zerbi aime toujours avoir ses milieux faux pieds, que Angel Gomez est une option au milieu de terrain dans le double pivot comme en 10. Ouais. Mais c'est vrai que là, il y a une interrogation. Je ne vois pas Kondogbia démarrer titulaire avec Pas le tout but. le respect et toute l'estime que j'ai pour sa dernière saison, dans le sens où, ok, il te sort une belle saison et franchement, il a sorti des belles performances, même dans le double pivot en début de saison. Et je me rappelle du match au Parc des Princes où ça avait peut-être été le meilleur Olympien avec Amine Gouiri et Luis Enrique. Mais le problème, c'est qu'on va jouer tous les 3 jours. Et Kondogbia, autant la saison passée, il ne s'est pas beaucoup blessé parce qu'on jouait une fois par semaine, mais la saison prochaine, pour moi, c'est pas quelqu'un de fiable en tant que titulaire. Ok dans la rotation parce qu'il va moins s'exposer, mais j'ai encore souvenir de la saison 23-24 où c'est un joueur qui est là tous les 5 matchs, et même avec l'Atlético sur ces dernières saisons. Donc c'est vrai que la question se pose. On avait évoqué l'éventualité dans la zone, enfin vous aviez plutôt, parce que moi j'y participe pas, d'un repositionnement de Rabiot en double pivot. C'est vrai que c'est une possibilité à l'heure actuelle. Après, moi, Rabiot, double pivot, je le verrais plutôt dans un rôle un peu plus relayeur Ouais, que, complètement. que sentinelle comme Højbjerg. Mais si on parle de schéma tactique, c'est vrai que la question aussi se pose. Est-ce que ce sera vraiment un 4-2-3-1? Est-ce que ce ne sera pas plutôt un 4-2-3-1 transformé en 4-3-3, c'est-à-dire Højbjerg vraiment en rampe de lancement et Rabiot qui fait un peu plus le relayeur et un 10 qui redescend un peu? Parce que là, ça changerait tout. Ouais, bah voilà, l'utilisation tactique, on se rappelle d'une certaine séquence dans la zone. Mais voilà quoi. En fait, il y a plusieurs possibilités. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, Rabiot en 10, autant j'ai trouvé que ça lui a permis de performer devant la surface et d'avoir un certain apport statistiquement. Et je trouve que par ses projections, il est vraiment important. Autant à ce poste-là, j'aimerais vraiment avoir un profil créatif, tu vois, un vrai 10. Ouais, un vrai 10. Et puis, je pense aussi que c'est même pas là où on exploite le mieux Adrien Rabiot. Hein. Pour moi, il a encore beaucoup à donner. Et dans un rôle de relayeur, je le verrais encore plus efficace et là, atteindre des sommets en termes de classe mondiale, pour le coup. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça dépendra du profil qu'on cible, en fait, en cas de départ des deux. Parce que si tu fais partir Rongier Bennacer, en effet, et que tu t'orientes sur un profil créatif, c'est clairement que tu fais redescendre Rabiot d'un cran dans son utilisation. Donc ça dépendra du profil, mais je dirais que c'est le poste où on est le moins éclairé. Parce qu'on a vraiment peu d'infos sur ce qui se fait avec Bennacer. Et je pense que voilà, le cas Rongier est d'ores et déjà bouclé, hein, mais on n'est pas à l'abri que parce qu'il n'a pas d'offre, il fasse encore une saison chez nous. Ouais, à confirmer du coup l'intérêt de Com parce qu'ils ont également d'autres pistes. Je crois qu'ils pistent un milieu de Manchester City en remplaçant également, mais ce serait un projet intéressant pour lui. Com, c'est un club quand même qui est ambitieux, qui a déjà dépensé une soixantaine de millions d'euros sur le marché, qui récupère absolument tous les petits cracks qu'ils peuvent récupérer. Je crois qu'ils sont en discussion avec Strasbourg pour Bakwa, et avoir des cadres autour de ça. Rongier, ça lui ferait une expérience à l'étranger. Et même aller jouer du côté de Com, bon, c'est très sympa. Au-delà du challenge sportif qui est en train de se monter, il y a tout ce qu'il y a à côté pour un joueur qui évolue actuellement dans un club méditerranéen, d'aller en Italie dans un cadre très sympa, jouer des grosses équipes et potentiellement jouer la Coupe d'Europe aussi l'année prochaine. Je ne sais pas si on peut comparer, mais ça me fait un peu penser au projet du Paris FC, mais en plus concret, parce que eux, ça fait déjà quelques années qu'ils ont été rachetés. Justement, si on doit conclure cette vidéo, on va plutôt parler des départs. À l'heure actuelle, parce qu'on parle énormément des mouvements arrivés, on a parlé des mouvements d'arrivée principaux. À quoi tu t'attends en termes de départ à l'heure actuelle C'est si, le côté un peu plus délicat parce que j'ai l'impression qu'il y en a dont on n'arrive jamais à se débarrasser. Tu as le fameux cas Lirola qui sonne comme une évidence, mais c'est sa dernière année de contrat d'ailleurs. Hein. Il me semble que oui. Ouais. Donc bon, je pense pas qu'on arrive à s'en séparer. Mais au-delà de ça, bah, il y a tous les loftés, hein, que ce soit par l'intermédiaire de prêts ou de transferts définitifs. Moi, celui sur lequel je veux le plus m'attarder, c'est Faris Moumbagna.
parce qu'au-delà de son traitement médiatique plus qu'ingrat, c'est vraiment quelqu'un à qui on n'a pas laissé sa chance totalement. Mais je ne vois pas comment aujourd'hui, avec le niveau qu'a atteint cet OM, il pourrait en fait s'imposer même dans un rôle de doublure. C'est trop. Donc l'idée de miser sur lui plus tard, parce on peut toujours le faire, hein, et le prêter en Ligue 1, ça me plaît. Surtout que c'est un joueur qui a beaucoup donné, qui s'est blessé. Enfin, moi, j'ai l'image de même sa deuxième, quand il est arrivé, du coup, la deuxième partie de saison 23-24. Bien sûr, le but contre Benfica, mais aussi celui à Toulouse. Mais c'est un garçon qui donne beaucoup, qui est vraiment appréciable. Mais je pense vraiment qu'on a atteint un stade où, voilà, c'est un petit peu trop haut pour lui. Il aurait plus pu faire sa place la saison passée. Quand tu sais qu'on a pris Neil Maupay, lui aurait pu le faire. Mais même pour Neil Maupay, en vérité, la question se pose aussi, tu vois, en termes de niveau. Est-ce que Neil Maupay, aujourd'hui, c'est un joueur que tu conserves dans ta rotation? Pour moi, dans l'idée, non. En fait, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, avec tout le respect que j'ai pour ce qu'il a fait cette saison à l'OM, lorsqu'on n'avait pas de neuf titulaire, et parce que Wai n'a pas brillé sur ses 6 premiers mois et s'est avéré être un flop, pour moi, il n'a pas le niveau aujourd'hui d'un remplaçant, je n'ai pas envie de dire concret, mais qui peut challenger Guiri. Moi, de toute façon, sur Guiri, je suis un convaincu de la première heure. Avant qu'il signe, j'ai été le premier à demander sa signature à l'OM quand personne n'en voulait, et j'ai récolté des insultes. Bon, lui m'a remercié en marquant énormément de buts, mais on ne trouvera jamais un neuf qui va déclasser Guiri, à moins que Haaland se libère sur le marché ou que Julian Alvarez souhaite signer à l'Olympique de Marseille, mais je pense que même eux, ils pourraient les bench. J'aime beaucoup Amine, mais en fait, quand Guiri va partir à la CAN, et même sa capacité, je ne sais pas si c'est un bon terme, la capacité qu'il a à se blesser à certains moments, il faut quelqu'un derrière qui assure. Et moi, Maupay, en fait, c'est un attaquant que je ne trouve pas complet. Pour moi, tu aurais besoin d'une doublure complète ou très déséquilibré, c'est-à-dire vraiment performant dans un certain domaine. Par exemple, joueur capable de prendre la profondeur en fin de banc ou capable d'occuper la surface et d'apporter de la présence comme Faris Mombagna. Et Maupay, je trouve que c'est un profil un peu bâtard dans le sens où je ne vois pas de qualité évidente. C'est un mec qui est pas, il est bon nulle part et il est mauvais à la fois nulle part, tu vois. C'est dans son personnage, en fait, c'est dans son caractère, quoi. C'est son côté où il lâche rien, où il se bat, mais dans Mais qualité. pour moi, on n'a pas besoin de ça. Tu vois, ça c'était sympa à l'OM en 2016-2017 quand on galérait. Je sais pas, peut-être même. Ah ouais, non, mais c'est comme Gigot. C'est pareil. Hein. Ouais. Oui, clairement. Arrivé à un certain stade, ces profils-là, merci pour les travaux. Mais on doit passer à autre chose. Pardon ? Merci pour les tweets. Oui, voilà. Merci pour Parce que les travaux. Non, franchement, je pense que c'est un joueur dont il va falloir se séparer, tu vois, dans les joueurs qui sont plus ou moins importants. Rongier aussi, au vu de l'évolution du dossier, je pense qu'il va falloir plus ou moins s'en séparer. Et après, si on regarde les autres profils, bon, Luis Felipe, ça, on n'en a pas parlé, mais très bonne nouvelle, vu qu'il s'est entraîné avec le Rayo Vallecano. L'OM n'a même pas fait de tweet pour lui dire au revoir. C'est comme s'il n'avait jamais joué à l'Olympique de Marseille. Derek Cornelius, en défense. Cornelius, c'est en cas de départ, hein, mais après. Ah non, pour moi, il part. Egan Riley, pour moi, une doublure. Dans ce cas-là, Egan Riley, il remplace déjà Luis Felipe. Bah, tu vas prendre un central gauche avec le joueur qui va signer. Et pour moi, tu vas peut-être en reprendre un autre. Tu vas peut-être prendre un joueur en prêt. Tu vois, on parlait de. Je sais pas si en janvier, on parlait de l'Argentin de Chelsea, Anselmino. Ça ne m'étonnerait pas qu'on retourne ce genre de profil. Un jeune. Départ de Derek, ouais. Ok. Parce qu'en fait, pour moi, Cornelius, il va jouer la saison prochaine. Tu vois. Même si c'est 500 minutes, il va jouer. Mais en fait, les minutes qu'il va jouer vont être tellement importantes qu'on ne peut pas repartir avec lui. En fait, je ne peux pas concevoir en Champions League que tu joues avec Cornelius. Avec toutes les, je n'ai pas envie de dire avec les qualités, mais les bonnes choses qu'il a faites à l'Olympique de Marseille en début de saison, en fait, pour moi, il a juste prouvé qu'il était extrêmement limité. Que ce soit avec ballon ou sans ballon, l'espace, quand il y a de l'espace derrière lui, c'est compliqué. Hein. Donc moi, je ne repars pas avec lui personnellement. Et après, je suis en train de penser aux autres postes. Merlin, pour moi, il va y avoir une discussion parce que même si tu parles de son Euro Espoir et de son retour en fin de saison, globalement, c'est un joueur qui ne bench pas Ulysse Garcia sur toute une saison alors qu'Ulysse Garcia revenait du loft. C'est un joueur qui possède aussi une belle valeur marchande. Je pense que l'OM, si demain il y a une offre de 15-20 millions pour Merlin, bah, il signe tout de suite. Donc, t'as quand même une vision encore. Qu'il veuille partir, tu vois. T'as dit quoi ? Lui, je ne suis pas certain qu'il veuille partir. C'est toujours pareil. Après, est-ce que les joueurs qui quittent l'OM globalement ont envie de partir ? Non, mais un joueur comme Quentin Merlin, je ne vois pas quel club arriver mettre 20.
Rennes, il cherche un latéral gauche, tu vois, pour remplacer Truffert. Ça peut. C'est régressé pour Quentin Merlin. Non, moi je te dis, je pense. Si on propose titulaire à Rennes, je pense pas que ce soit régressé pour lui. Parce que là, il part pas du tout titulaire. Avec l'arrivée de Facundo Medina, pour moi, il s'est barré. Non, mais je le vois bien faire une belle saison, justement. Bah, d'ailleurs, je disais, je crois que c'était dans le belle saison, ça veut dire qu'il bench Medina et je pense que c'est impossible. Mais il sera à la Coupe du Monde 2026, Quentin Merlin. Je l'avais dit. C'est un troll? Non, c'est sincère. Dans la liste des 23. Mais si on part du principe que Medina est titulaire, ça voudrait dire que Medina finit sur le banc? Non, parce que alors, déjà, sur une saison, il peut arriver plein de choses, que ce soit des blessures ou quoi. Parce que quand tu me dis en étant remplaçant à l'OM, il finit quand tu me dis que Cornelius, il aura du temps de jeu, bah, moi, je vois beaucoup plus Mendina être placé en défenseur central gauche et placer Quentin Merlin. Si tu prends central gauche, non. Mais si. Moi, je vois pas dans quel monde Cornelius, il aura beaucoup de temps de jeu, alors que Merlin, il aura des occasions de rentrer. J'ai pas dit beaucoup de temps de jeu, j'ai dit il aura une partie de temps de jeu, mais si Merlin reste, il aura une partie de temps de jeu. 100 minutes, tu vois. Non, mais Quentin Merlin reste branché. Ça suffira. Je sais pas d'où tu pars dans ton délire avec ça. C'est catastrophique. Ça, je suis pas. L'argumentation ne tient pas la route. Franchement, s'il part à la Coupe du Monde, je sais pas ce que je fais. Je trouve. Tu te coupes les cheveux. Allez. En vrai, on parle là-dessus. Si Quentin Merlin est dans la liste des 23 Coupe du Monde 2026, tu te rases les cheveux. Pas réserviste, la liste des 23. Oui, bah encore heureux, pas réserviste, mais même réserviste, il ne le sera pas. C'est même pas méchant contre lui, c'est juste que je vois pas dans quel monde il l'est. Après, il y a peut-être un hécatombe au poste de latéral gauche, mais moi, je le vois pas personnellement. D'ailleurs, elle n'a jamais été évoquée pour Léa. Mais bon, prenons le pari. On en reparle. On en reparlera. Pour conclure sur cette vidéo Mercato, selon toi, Timothy Weah, c'est pour quel rôle, quel poste? Pour moi, c'est clairement pour jouer latéral droit. On a fait une vidéo sur la chaîne avec Elvin De Fazio, journaliste à 90 minutes et l'équipe spécialisée sur la Juventus. Il nous expliquait justement que son utilisation globalement sous Allegri, c'était latéral droit dans une défense à 4. Ça avait été aussi sous les ordres de Thiago Motta. Mais en fait, tu vois, globalement, dans la réflexion qu'on avait tactique tout à l'heure, déjà, il y avait Boé qui était pisté en même temps que lui, donc je pense que c'est aussi pour être latéral droit. Mais globalement, si Medina rentre dans l'axe avec ballon, il faut quelqu'un qui anime le couloir en phase offensive. Et logiquement, le poste de Murillo, initialement, c'est celui d'un latéral offensif, même voire d'un piston. Et ça colle un peu avec ce que Weah est devenu depuis quelques années. Donc pour moi, ça va être latéral droit. Mais pour moi, la pertinence de ce transfert, elle n'est pas uniquement à chercher dans cette utilisation-là. Elle est aussi dans la rotation qui t'apporte, par exemple, un Mason Greenwood. Et c'est là où je trouve que le coup est intelligent. D'accord. Donc ce sera aussi la doublure de Greenwood. On ne va pas faire un autre ailier droit. En fait, je ne sais pas si tu te rappelles de la piste Perisic, mais en y réfléchissant, je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez similaire, dans le sens où Ivan Perisic peut jouer partout sur le couloir, que ce soit à gauche ou à droite. Et Weah, je trouve qu'il t'apporte aussi cette flexibilité en plus jeune. Je ne sais pas si. Même en 9. Moins talentueux, numéro 9 aussi. Donc il y a. Tu vois, je suis d'accord que, comme beaucoup, j'aurais aimé voir un latéral droit de métier, tu vois. Maintenant, est-ce qu'un latéral droit fiable sportivement sur le marché, tu peux l'avoir dans les conditions actuelles? Je pense que c'est très compliqué. Je pense que le poste de latéral, c'est vraiment un des postes les plus difficiles aujourd'hui pour recruter, parce que même quand tu regardes les gros clubs, tu prends par exemple Manchester City cet été qui doit faire deux latéraux, donc un à gauche et un à droite. Donc quand tu regardes les prix qui sont mis sur le marché pour ces postes-là, par exemple Ait Nouri, ça monte très rapidement à 50-60 millions d'euros. Donc quand tu es dans la situation de l'OM, en fait, c'est soit tu vas prendre un mec fiable, régulier, mais qui a une certaine limite, un certain plafond de verre, soit tu vas chercher un petit jeune sur lequel tu mises. Des fois, tu as l'opportunité de marché qui se libère. On peut prendre l'exemple de Renan Lodi. Mais bon, on a vu ce qui s'est passé. Ilian, je te remercie énormément pour cette vidéo. En vrai, c'était très sympa. On peut se refaire des podcasts à deux, ça peut être sympa. On peut même faire un format toutes les semaines. En tout cas, dites-le nous en commentaire si vous avez apprécié ce format, si vous en souhaitez, on peut en faire un par semaine. L'année prochaine, en plus du DLZ, ça peut faire un autre podcast sur la chaîne. On se dit à la prochaine sur Bastille Zone. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et puis, on se dit à la prochaine et allez l'OM!